Alors, merci à toutes et à tous d'avoir interrompu votre visite du salon et de nous avoir rejoints pour cette session consacrée aux attentes des consommateurs en matière de sécurité alimentaire et à leur corollaire, la traçabilité. Alors, il ne vous aura sans doute pas échappé que c'est un thème d'actualité, puisque l'un des candidats à la présidentielle a fait de la lutte contre les perturbateurs endocriniens l'un de ses thèmes de campagne. Bon, mais rassurez-vous, on n'est pas là pour parler de politique, mais pour débattre avec nos invités tout à l'heure, eh bien, des nouveaux enjeux métiers de la traçabilité et des outils et méthodologies qui permettent d'y répondre. Alors, avant d'entrer dans le débat que vous attendez, je vous propose d'accueillir Madame Béatrice de Rênal tout de suite. Voilà, donc Béatrice, bonjour, merci d'être avec nous. Vous pouvez l'applaudir, absolument. Merci d'avoir lancé la salve d'applaudissements. Donc Béatrice, bonjour, je le disais, vous êtes fondatrice du cabinet Nutri-Marketing, cabinet spécialisé en études consommateurs et en études retail. Et d'autres choses encore. Voilà. En fait, on est spécialisé dans l'innovation alimentaire, dans le marketing et évidemment dans la nutrition, puisque moi, la nutrition est ma maladie. Votre maladie? Voilà. Non, en fait, bon, là, c'est une façon de parler. parler. Mais j'ai bien compris. Mais ça se soigne? Oui, ça se soigne. Ouais. Et alors, vous allez nous montrer, études à l'appui, eh bien que si en France, on est un des pays au monde où la nourriture, l'alimentation est la plus saine et la plus sûre, eh bien, ce n'est pas pour autant que nos concitoyens en sont convaincus. C'est à vous. Merci. Alors, bienvenue ici pour parler un petit peu des risques consommateurs. Donc effectivement, nous, chez Nutri-Marketing, notre spécialité, c'est de parler d'innovation et on essaye de suivre le niveau de connaissance des consommateurs et notamment d'essayer de comprendre quelles sont les préoccupations après de ce que vous appelez les besoins, les attentes des consommateurs, les demandes des consommateurs. En fait, tout ça, c'est complètement influé par le niveau de crainte et la perception du risque. Or, le risque consommateur, souvent, c'est assez baroque, la façon dont les gens sont parfois structurés. Alors, je vais vous donner juste quelques éléments de contexte avant d'introduire nos experts qui ont été invités et qui vont débattre autour avec Olivier. Donc, en termes de contexte, en fait, vous voyez, là, il y a une frise des événements marquants pour la filière alimentaire, tout ce qui est accident médiatique au moins, et souvent sanitaire et parfois médical. Donc on voit qu'il y a eu la vache folle, il y a eu la grippe aviaire, etc. Donc en fait, c'est comme si notre vie était scandée par des scandales. Alors certes, la télévision, les médias permettent à l'information de se propager à toute vitesse, ce qu'on n'avait pas il y a peut-être 40 ou 50 ans, mais néanmoins, on a aujourd'hui, puisqu'on a de la nourriture qui vient vraiment de partout, eh bien, ça démultiplie un petit peu les risques qui peuvent venir de l'extérieur. Mais pour autant, on a aussi, je vous rassure, tout à fait de quoi faire à la maison, puisque les risques, bien souvent, les plus dangereux sont ceux qu'on va avoir à la maison. Alors, les derniers chez nous, ça va être les lasagnes à la vente de cheval, ça va être des choses comme ça. Alors, l'enquête qui a été faite, c'était pour vous, quels sont les produits, les produits industriels, les principaux facteurs d'inquiétude. Vous voyez que le mot conservateur, par exemple, c'était un facteur d'inquiétude. D'ailleurs, les gens pensent que dans la conserve, il y a des conservateurs, puisque son nom l'indique, alors que précisément, c'est vraiment un endroit où il n'y a pas de conservateurs. En tout cas, il n'y en a pas besoin. En termes de crise alimentaire, c'est vrai qu'on a, nous les Français, la réputation d'être hypersensibles aux crises alimentaires et qu'à chaque crise, eh bien, ça démultiplie la crainte qu'on peut avoir. Donc la grippe, les lasagnes avec le cheval qui fait meuh, par exemple, les poissons qui sont nourris avec des farines animales. Donc tout ça, ça participe à cette crainte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 79% des Français qui jugent probable le risque que les aliments qu'ils mangent nuisent à leur santé de façon donc aiguë et non chronique. Les craintes alimentaires, vous voyez ici que la France, c'est le deuxième pays où la qualité a été évaluée. Donc on arrive vraiment en tête pour la qualité sanitaire des aliments que nous consommons et que nous distribuons. Et à l'inverse, les Français ne se sont jamais fait autant de soucis sur la qualité de leurs aliments. Donc ça veut bien dire que on a une particularité française d'avoir peur que le ciel alimentaire ne nous tombe sur la tête. Donc aujourd'hui, la problématique, ça va être comment je vais comprendre ça, comment je comprends mon consommateur et comment je peux faire pour retrouver la confiance du consommateur.
Donc aujourd'hui, quand il y a eu une enquête de l'ANIA il y a quelque temps qui demandait est-ce que vous faites confiance dans ce qui est indiqué par les industriels sur l'emballage, etc. Les Français disaient qu'il y en avait plus que 1 sur 2 qui ne faisaient pas confiance en ce qui était écrit. Donc je traduis, ça veut dire que ce qui est écrit, on est 1 sur 2, donc la moitié de cet amphi, pense que ce qui est marqué n'est pas vrai. Donc c'est quand même pas un très bon score, vous l'avouerez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? L'image des produits industriels a beaucoup diminué. On a besoin de transparence, on a besoin de faire de la pédagogie, on a besoin aussi peut-être d'avoir des choses un petit peu plus simples. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va de plus en plus vite, on a des moyens d'information qui sont de plus en plus pointus, donc on peut avoir tout à fait des applications, des systèmes informatiques qui permettent de nous renseigner vraiment en temps réel sur ce que l'on peut manger. Donc peut-être que ça peut être une solution pour plus de transparence. L'autre point de transparence, ça veut dire le locavorisme. Donc c'est-à-dire, eh bien, le lait, il provient de la ferme d'à côté. Donc c'est forcément bien. Parce que la ferme d'à côté, puisqu'elle est à côté de chez moi, elle est forcément propre et pure. J'ai eu ce matin quelqu'un qui m'a dit ah ben de toute façon, c'est fait par ma grand-mère, donc c'est bio. Ah ben non, la grand-mère, elle ne fait pas du bio et peut-être qu'elle habite en face d'une centrale nucléaire qu'on ne voit même plus. Parce qu'on voit la grand-mère, mais plus la centrale. Donc ça veut dire que, vous voyez, on fait un petit peu une confusion entre la proximité et la propreté des lieux. Donc après, vous avez quand même des entreprises qui s'engagent dans des filières qualité. Donc par exemple, les filières blé, que ce soit Lu ou que ce soit Saint-Michel, où il y a des filières blé qui sont établies de façon à avoir quelque chose qui soit assez proche, quelque chose qui soit contrôlé, contrôlable, etc. Toutes les mentions de local sont très appréciées des Français, à tel point que on a de plus en plus de logos de ce type-là. Bravo l'Auvergne, la farine de blé d'Auvergne, le blé de la Limagne, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'étranger, on nous envie la France. Donc en Chine, le label France, par exemple, est très demandé. Donc de plus en plus, on va pouvoir à la fois vendre les produits locaux et vendre les produits au niveau international. L'artisanat a une très bonne image aussi. Effectivement, aujourd'hui, réglementairement, c'est protégé, le mot artisanal, le mot fait main, etc. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui monte beaucoup. Si on regarde, alors ça, c'est très intéressant, les différents labels qu'on peut avoir, label rouge, label agriculture biologique et tout ça, on se rend compte que ce sont les plus connus, par exemple. Ça va être le label rouge et le label AB. Les moins connus, ça va être bleu, blanc, cœur. Et puis, voilà, différents labels. On a par exemple élu produit de l'année, là que je vous ai entouré, qui est quand même assez connu, je pense. Les signes, les labels les mieux compris maintenant, non pas connus mais compris, à quoi ça ressemble. Vous voyez que maintenant, au niveau AB, on n'est plus qu'à 85% des gens qui comprennent ce que ça veut dire, contre 90% qui comprenaient ce que c'était, qui savaient ce que c'était. Et après, quand on dit les labels qui font le plus acheter, là, vous voyez que le bio est toujours très bien placé. Par contre, vous voyez que l'élu produit de l'année est complètement dans les choux. Ça veut dire que finalement, je le comprends, je sais ce que c'est, mais ce n'est pas motivant. Donc, en fait, vous voyez, avoir pléthore de labels, c'est bien, mais voilà, c'est pas non plus, il faut aller aussi jusqu'au bout de l'exercice. Alors, en conclusion, c'est vrai que la France est particulièrement touchée par les craintes alimentaires. On a une diabolisation qui est faite par les médias, tout simplement parce que le média, il veut vendre de l'audimat, donc du papier. Il a besoin de faire un peu de scandale, un peu de mettre de l'huile sur le feu, enfin de monter un petit peu son information. Il y a souvent aussi un manque de transparence de la part des distributeurs parce qu'ils ne veulent pas forcément tout dire. Il y a des secrets professionnels, mais parfois il y a des choses qu'il a peur de dire parce qu'il pense que ça va être mal compris, mal vu. Et puis, il y a une vraie déconnexion aujourd'hui entre la production et la consommation. Aujourd'hui, vous demandez à des enfants de maternelle comment on fait du beurre, ils ne savent pas. Je ne sais même pas bien si vous savez vous-même comment... Est-ce que vous vous souvenez comment on fait du beurre? Donc, voilà. Ah, il y a des petits sourires, il y a des regards fuyants. Je vois que tout le monde ne sait pas comment on fait du beurre. Et puis, il y a une forte
il y a une forte attente pour plus de transparence, pour plus d'éthique, pour plus de sincérité. Il y a là des moines qui sont venus avec leurs produits de l'abbaye et bien, ils intéressent tout le monde parce qu'il y a du sens, parce que voilà, ils disent c'est nous qui l'avons fait dans notre abbaye avec le produit qu'on a, etc. Donc voilà, on est à la recherche d'avoir du sens, d'avoir des points de réassurance comme ça. Et puis forcément, une demande de traçabilité, donc très technique, avec des experts capables de vraiment tracer sérieusement les produits et d'avoir des indications d'origine. Alors, je vous remercie pour votre attention. Ceux qui veulent les présentations, vous pouvez me les demander sur mon adresse Internet qui va apparaître là magiquement, ici. De toute façon, je pense qu'elles seront disponibles sur le site du salon dans quelques temps. Et puis, je vais repasser la parole à Olivier en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, ne bougez pas tout de suite. On peut l'applaudir absolument. Allez-y, allez-y, pas de timidité. J'ai un fan club d'enfer, là. Alors, la première chose, je ne peux pas vous laisser dire que les journalistes mettent de l'huile sur le feu, quand même. Mais si, parce que c'est de l'huile, non, c'est pas de l'huile de non. palme. C'est pas de l'huile de palme. Bon, d'accord. Et la deuxième chose, c'est que je vois que vous êtes un certain nombre accoudés. Oui, Alors, vous pouvez rentrer, hein, parce que n'hésitez pas, venez vous installer. une fois que vous encore êtes des rentré, places vous disponibles. pouvez sortir librement Voilà. aussi. Hein. Et les journalistes ne mordent pas, rassurez-vous. Enfin, pas toujours. Voilà. Donc, Béatrice, encore une fois, merci beaucoup. Alors, on l'a vu, effectivement, il y a quand même beaucoup de labels. Hein. C'est pas très clair, les labels. Alors, il y a AB, beaucoup... bon, ça fonctionne. Alors, il y a beaucoup de mais bon. labels. Je pense que c'est bien d'avoir beaucoup de labels, mais il faut comprendre qu'ils ne sont pas forcément tous compris et qu'ils ne sont pas tous motivants pour l'achat. Donc, c'est bien de rassurer, mais il faut aussi que derrière, on achète. Donc, voilà. Après, expliquer un label, installer un label, ça demande beaucoup de temps parce que le label rouge, par exemple, il n'est pas né d'hier non plus. Non, Hein. Bon. non, c'est un vieux label. Après, élu produit de l'année, c'est quelque chose de plus récent. Bon, moi, je comprends que ce ne soit pas un label qui soit entendu et compris par les gens. Voilà. Je vais mettre un peu d'huile sur le feu, un peu plus commerciaux peut-être que d'autres. Bien sûr, oui. On va le dire comme ça. Oui. Voilà, ok, ça marche. Bon, Béatrice, à nouveau, merci beaucoup Mais je vous en prie. pour cette introduction à notre propos. J'appelle donc maintenant Madame Claire Maestro-Jean, Monsieur Cédric Le Collet, Monsieur Bruno Séchet et Monsieur Vincent Bourdil à me rejoindre. D'accord, ok, merci. Voilà, donc, installez-vous. Alors, il y a des micros. Alors là, on ne me voit plus. Je vais me mettre de l'autre côté. Alors, je vais vous présenter d'abord. 1, 2, 3. Voilà. Donc, en commençant par vous, Vincent Bourdil. Pardon, excusez-moi. Je me suis trompé. Voilà. Celui-ci ne marche pas. Allez-y. Alors donc, pardon Bruno, excusez-moi. Pas de souci. Donc vous êtes directeur technique IFS, je ne me trompe pas, Tout à fait. hein, cette fois-ci. IFS est un référentiel d'audit des industriels de l'agroalimentaire. À l'origine, c'était plutôt orienté marque de distributeur et depuis, ça s'est considérablement élargi. Tout à fait. Il date de quand le référentiel De IFS 2003. 2003. Ça fait 13 ans. Voilà. Donc c'est un des principaux référentiels dans le monde, même s'il y en a un certain nombre d'autres. On ne va pas faire de pub aux concurrents, mais il y en a d'autres. Nous sommes d'accord. Claire Maestro-Jean, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes directrice projet chez VIF. Tout à fait. VIF est un éditeur français d'ERP spécialisé dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, vous allez avoir l'occasion, effectivement, de nous en dire un peu plus sur les initiatives de votre entreprise en matière de traçabilité. Cédric Le Collet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes directeur marketing et commercial, vous voyez, je n'ai pas oublié, de GS1 France. GS1 France est un organisme de codification internationale et de création de standards. Et bien sûr, à l'origine de l'inoxydable code à barres qui a fêté ses 40 ans récemment. Donc voilà, donc bien sûr, plein d'autres choses depuis, mais quand même, le code à barres, ça reste un outil extrêmement utilisé. Et donc, Vincent Bourdil, bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas cette fois-ci, pas de confusion. Alors, vous avez un titre un petit peu compliqué. Vous êtes président Food Service. Bon, disons que je m'occupe des activités alimentaires pour le groupe Bureau Veritas. Voilà, pour Bureau Veritas, on va dire comme ça. Bureau Veritas, tout le monde connaît, mais je vais quand même rappeler que c'est une société spécialisée dans l'inspection et l'audit d'entreprises industrielles, notamment dans l'agroalimentaire, pour vérifier qu'elles sont en conformité donc avec des normes et des référentiels. Nous sommes d'accord ?
Absolument. Alors, J'aurais pas dit mieux moi-même. Bon, puisque vous avez le micro et la parole, nous allons poursuivre avec la première question peut-être tout de suite, c'est de se dire, pour les consommateurs, la traçabilité, alors c'est un terme un peu compliqué, mais en général, ils l'assimilent à tort, sans doute, à la sécurité alimentaire. Alors que ce n'est pas forcément signe de sécurité, c'est juste qu'on sait où sont les produits, mais on ne sait pas de quelle nature ils sont. Est-ce que c'est toujours aujourd'hui la sécurité alimentaire une crainte des consommateurs? Alors Béatrice nous a donné quelques éléments dans son intervention, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est toujours une attente aujourd'hui, une crainte? Oui, alors nous, on le voit parce qu'en fait, on intervient auprès de nos clients qui sont tous les acteurs de la chaîne agroalimentaire et qui sont tous mus par cette même demande, par cette même envie qui est de développer des réponses pour leurs clients qui, in fine, sont les consommateurs. Donc il y a une véritable appétence, je dirais, de la part de l'industrie, des distributeurs, des producteurs, pour garantir effectivement au consommateur final des produits sains et de qualité. Quand on parle de traçabilité, en fait, on raconte l'histoire du produit. Oui. Quand on parle de sécurité alimentaire, on va parler d'autres sujets qui vont être plutôt des sujets liés à la qualité intrinsèque du produit ou sa capacité à nuire à la santé par des sujets microbiologiques ou de contamination physique ou chimique. Donc les deux sont liés en ce qu'ils parlent de ce sujet de transparence. Et de confiance. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un système de traçabilité extrêmement performant, mais néanmoins, vous pouvez quand même avoir des crises alimentaires dans votre chaîne de production. Bien sûr. La traçabilité permet quand même de retirer les produits normalement plus rapidement, de les identifier, de les localiser. Absolument. Voilà. Absolument. Grâce aux technologies de monsieur. Voilà, par exemple. Bon, super. Bruno, même question. Toujours, vous qui faites des audits régulièrement dans les entreprises industrielles, est-ce que c'est toujours une attente, la sécurité sanitaire? Est-ce qu'il y a toujours des craintes à ce niveau-là? Ou est-ce qu'on est le risque, je sais que le risque zéro n'existe pas, mais est-ce qu'on s'en est approché quand même? Je me permets juste de vous corriger. Moi je ne fais pas les audits. En fait, non. Enfin, un référentiel. Voilà. C'est plutôt Bureau Veritas qui fait les audits. Exactement. Oui. Alors, effectivement, nous, on n'est pas en contact direct avec le consommateur, mais ce qui est sûr, c'est que, comme l'a rappelé Béatrice, toutes les crises alimentaires auxquelles le consommateur est soumis par voie de médias, eh bien, effectivement, lui incite les consommateurs à avoir plus d'informations, plus de transparence pour pouvoir acheter mieux ce qu'ils consomment. Et donc, pour vous, dans votre référentiel, il y a de plus en plus de demandes d'informations? On intègre effectivement, puisque ces référentiels en fait, sont construits avec les différents acteurs de la chaîne alimentaire, en particulier les industriels, les distributeurs, mais également les organismes de certification. Et effectivement, ils nous remontent en fait, ces demandes-là que nous intégrons dans nos référentiels. Et un des sujets, quand on parle de la viande de cheval, c'est ce qu'on appelle les fraudes alimentaires, bien sûr, qui malheureusement en fait, existent et continueront d'exister. D'accord, merci. Claire, Maestro Jean, quelles sont les nouvelles attentes? Alors, on a parlé de sécurité alimentaire, on voit que c'est toujours une attente des consommateurs, qu'il y a cette question de transparence. Alors, transparence, c'est évidemment sur la qualité produit, mais on entend beaucoup parler d'origine produit. Les consommateurs veulent savoir d'où viennent les produits. Ils veulent même savoir, parfois, maintenant on voit qu'on a la photo, la trombine de l'éleveur ou du producteur sur les bouteilles de lait, etc. Voilà, tout ça, est-ce que ce sont des attentes que vous ressentez et qui génèrent aussi évidemment des volumes de données de plus en plus importants à traiter? Alors aujourd'hui, on a de fortes demandes de la part de nos clients pour aller effectivement jusqu'à des indications très précises sur les barquettes, sur les UVC, de connaissance de l'éleveur, donc savoir localiser ne serait-ce la commune, mais également très spécifiquement l'agriculteur qui a réalisé la production de la matière première. Et ensuite, aujourd'hui, il y a aussi cette nécessité, cette volonté du consommateur de connaître comment la transformation du produit s'est déroulée. Donc, on a vu récemment l'apparition des caméras dans les abattoirs et au niveau même des transformateurs pour s'assurer que tout au long de la chaîne de transformation, donc de la fourche à la fourchette, comme on le dit depuis quand même de longues années, eh bien, la matière est respectée et effectivement donc, que ça va se voir in fine sur les produits achetés. Donc effectivement, on a des demandes
toute particulière d'avoir les indications éleveurs, le nom de l'éleveur affiché sur la Et ça date depuis combien de temps? C'est très nouveau? C'est pas forcément nouveau, c'est-à-dire qu'on avait des allégations, des marques qui étaient jusqu'à présent obligatoires, des estampilles sanitaires qui ont toujours été présentes sur les produits carnés, les produits laitiers. Ceci étant, aujourd'hui, les estampilles décrivaient qui était le producteur, le transformateur, oui. Pardon, et désormais, on veut savoir qui est le producteur. Donc on remonte dans la chaîne. Donc on va vraiment un cran plus loin dans cette recherche d'histoire, puisqu'il s'agit de raconter une histoire aux consommateurs aujourd'hui. Une belle histoire, de préférence. De préférence. Oui. Cédric, même question. Donc là aussi, ces demandes autour de l'origine produit, de l'ultra local. On veut plus simplement savoir que le bœuf est charolais. On a besoin de savoir qui est le monsieur, l'éleveur du bœuf charolais. Alors en fait, la crise dans laquelle on est et que Béatrice a souligné, c'est le consommateur a besoin de sécurité parce qu'il y a une crise majeure de confiance dans tout ce qu'il mange dans les marques. Il suffit de voir ce que vous avez évoqué, mais Volkswagen qui a triché sur les voitures, c'est une tromperie manifeste et tout ça, ça affecte vraiment le consommateur. Aujourd'hui, il a besoin d'avoir un discours de proximité, d'authenticité. Alors j'aime bien tous les mots qui ont été cités, d'histoire vraie, d'histoire vivante. Dès l'instant qu'on met son produit en relation avec un consommateur ou une ferme, on est dans une relation de proximité et on ramène de la vie au produit qu'on est en train de consommer. Et c'est ça aujourd'hui ce que l'on doit raconter dans le cadre de l'évolution de l'alimentation et dans le cadre de l'expérimentation que nous on a menée avec une grosse coopérative, j'y reviendrai après, mais autour de la philosophie, autour d'une nouvelle agriculture. On est aujourd'hui capable de produire mieux, avec moins et avec davantage de qualité, notamment sur les méthodes de production. Donc aujourd'hui, on doit restaurer la confiance, la sincérité, la proximité avec le consommateur. Mais comme le disait Béatrice en introduction, c'est pas parce que c'est proche, on peut avoir la centrale nucléaire juste à côté, même si c'est mamie qui produit, qui fait la confiture. Si elle le fait avec des fruits qui viennent de son jardin, avec une centrale voilà, en fin de vie, juste à côté, c'est quand même problématique. C'est en effet problématique, mais je vais te redire une expression que j'ai déjà dite, mais l'important c'est qu'il y croit. Aujourd'hui, le produit que l'on fabrique ou que la mamie a fabriqué, j'y crois, parce que c'est ma mamie. La marque qui a fabriqué, tout ce qu'elle embarque avec elle, j'y crois. Et j'ai juste besoin d'avoir un juste niveau de réassurance, un bon discours de preuve, et ça me suffit pour être assuré. Parce que vouloir tout savoir, et en effet savoir la pollution des eaux par une centrale nucléaire à 10 bornes de là, si on va dans cette quête-là, c'est la quête de la transparence in fine, et ça, on s'en sortira jamais. Il faut absolument qu'on ait un discours de juste vérité, et de juste dosage de l'histoire. Et cette attente justement d'informations sur les origines et l'ultra local, selon vous, c'est quoi? C'est surtout pour motiver chez le consommateur par des soucis de qualité, ou c'est aussi du militantisme? C'est de dire, voilà, je fais du local, je défends l'emploi près de chez moi, du Made in France, enfin, tout ça. Tous ces discours qu'on entend aussi des politiciens, souvent d'ailleurs. Je pense que les consommateurs, aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous restituent les industriels, ils ont besoin aussi de comprendre ce qu'ils achètent. Or, jusqu'à présent, tout ce qui était indiqué sur les produits n'était pas forcément compréhensible. Et aujourd'hui, avec cette recherche de détails, en allant vraiment très finement, pour eux, c'est quelque chose qu'ils perçoivent et qu'ils peuvent comprendre. Des allégations santé, pour eux, ça n'avait pas forcément de sens. Aujourd'hui, quand on revient sur de la géographie, voilà, on est capable sur une carte de France de situer effectivement tel ou tel producteur. Et donc ça, pour eux, ça devient compréhensible. Oui, c'est important. Oui. Oui, je voulais juste ajouter à ce que vous venez de dire. Il y a de nombreuses études qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la nouvelle normalité dans l'acte du consommateur sur de l'alimentaire. C'est-à-dire que là où le driver principal, l'élément déclencheur de l'acte d'achat était le prix, se rajoute à ça de nombreux nouveaux paramètres, parmi lesquels la recherche de bien-être au sens large, le côté bon pour la santé, mais vous venez de le dire également, tous ces sujets liés à la connaissance. Donc je veux qu'on me raconte une histoire, et je veux que cette histoire soit crédible. Et je lisais en venant là, une dernière étude qui me dit qu'aujourd'hui on est à un consommateur sur deux qui a besoin de savoir d'où vient le produit qu'il achète, non seulement ça, mais que cette information, elle soit lisible, explicite et qu'il la comprenne naturellement.
D'où le règlement INCO, Voilà. d'où la simplification des étiquettes. Tout ça procède de la même logique. Mais à titre personnel, moi je crois beaucoup au pouvoir du consommateur à la fin, et le monde interconnecté, les smartphones, etc. nous démontre que aujourd'hui ça va très très vite, et les crises, pourquoi elles s'accélèrent? Vous l'avez dit et vous avez absolument raison madame, c'est simplement la caisse de résonance. Les médias ne sont pas les seuls, mais les citoyens eux-mêmes se passent l'information, la font accélérer, et nos clients, les industriels, ont parfois un temps de retard, d'où la volonté de s'équiper. Alors, vous avez mentionné le règlement INCO. Effectivement, donc, les autorités, enfin les pouvoirs publics, on rajoute aussi aux attentes des consommateurs une couche de demande d'information. Hein. Il y a eu pas mal de choses sur les origines, justement, le traçage des origines. Pardon ? Les allergènes. Et puis, on dit qu'il pourrait y en avoir d'autres sur le lait comme ingrédient, etc., dans les produits laitiers. Donc, il y a pas mal de choses à venir. Toutes ces informations, ces demandes d'informations qui s'empilent entre celles venant des consommateurs et celles venant des pouvoirs publics, quel défi cela pose-t-il aujourd'hui en matière de gestion de la traçabilité ? Ça fait des données, tout ça à gérer en quantité. Alors oui, Claire, je vous vois opiner. Et voilà. Donc effectivement, en matière de gestion des données, pour les ERP que vous éditez, ça pose des soucis tout ça, non ? Alors, le règlement INCO, il a eu deux aspects. Il a eu un aspect de nouveauté, mais aussi de coup de balai. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont aussi été nettoyées, retirées, voilà, pour simplifier la lecture. Chez nous et chez nos clients industriels, ça a été plusieurs aspects d'investissement. Souvent sur des logiciels de type PIM, voilà, pour manager. C'est-à-dire, peut-être expliquer, pour peut-être pas évident pour tout le monde. de produits et être en capacité justement de l'échanger, cette information avec les distributeurs et les revendeurs. Ça a été des investissements de l'ordre aussi de l'étiquetage, donc souvent des investissements d'un point de vue industriel, donc pour s'équiper de machines capables voilà, de logiciels d'étiquetage et parfois pour augmenter aussi la taille des étiquettes. Oui. Donc voilà, et de travail sur les catalogues produits. Enfin, il y a eu un grand nombre d'investissements qui ont été étalés dans le temps pour répondre à ces besoins. Oui, Cédric. Je voudrais revenir sur ce point de l'INCO, et c'est quelque chose qui est sorti réglementairement en décembre 2014. Oui. Et c'est vrai que ça a stressé toute la profession parce qu'elle avait d'abord pour vocation de mettre sur les sites de vente à distance les mêmes informations, le même degré d'information pour le consommateur que ce que vous retrouvez sur votre packaging. Donc il a fallu que l'ensemble des industriels avec les distributeurs apprennent à partager cette information pour que le distributeur qui est responsable devant le consommateur au final, par le e-commerce, puisse avoir la certitude de donner les bonnes informations aux consommateurs. C'est pour ça que j'insistais sur la notion d'allergène, parce que dans INCO, ce qui était notamment critique, c'était l'information sur les allergènes. Et donc tout cet événement-là a vraiment augmenté la conscience, d'abord des enjeux de l'information produit et des solutions qui permettent de la structurer et de la partager, avec à l'intérieur évidemment tout un jeu de standards que GS1 organise. Mais c'est vraiment quelque chose qui est moteur de la modernisation de l'ensemble de la profession dans sa capacité à partager, à fabriquer et à partager sa donnée. Et là, on a connu vraiment, dans le food service notamment, ça a été très criant, puisqu'aujourd'hui, on doit communiquer jusque dans les menus des restaurants un certain nombre d'informations. Oui. Et on n'est pas complètement aujourd'hui dans la plaque. Dans la RHF, c'est un peu plus compliqué. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les enjeux de la traçabilité portent toujours sur les matières premières ou sur les données associées au transport, au stockage et de ces matières premières, justement ? Alors, moi, oui. Moi, je voulais juste ajouter Bruno, comme complément allez-y. que je pense que c'est quand même lié à ce qu'il y a dans le produit. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire les ingrédients du produit. C'est-à-dire que les problématiques de stockage ultérieures sont moins impactantes parfois que ce qu'il peut y avoir dans le produit au moment de la fabrication, même si bien sûr ça a des impacts qualitatifs sur le produit. Et en fait, effectivement, il y a une responsabilisation sur ce qu'il y a sur l'étiquette. Maintenant, ce qui est critique, c'est quelle est la fiabilité des informations qui sont sur l'étiquette, Oui. et comment est-ce que cette composition, ou cette recette finalement du produit est faite au jour le jour, et comment est-ce que l'étiquette est prouvée. Alors c'est vrai dans toutes les différentes entreprises, il y a une délocalisation en fait entre les personnes qui vont réaliser ces étiquettes, qui sont les services réglementaires, voire marketing,
qui vont faire des choix, avec la qualité, qui vont faire des choix pour l'entreprise, sur la base en respectant la réglementation. Et ensuite, il y a au jour le jour, il y a une entreprise, enfin une usine qui va faire ces produits-là, qui va recevoir des matières premières, des ingrédients, des emballages, et qui va associer ça pour son produit, mais dont elle ne va pas forcément avoir toutes les informations. D'accord. Quand on dit justement les données associées au produit, se pose la question de la fiabilité, c'est ce qu'on est en train de dire, d'introduire. Il y a trois problématiques potentielles. Il y a la première, c'est effectivement on peut commettre une erreur. Le système informatique peut transmettre une mauvaise information et donc associer une mauvaise information à un produit. Il peut y avoir une volonté délibérée de transmettre une mauvaise information. C'est ce qu'on a déjà un peu cité tout à l'heure, c'est la fraude. On parlait tout à l'heure des lasagnes à la viande de cheval. Et puis, il peut y avoir aussi des attaques venant de l'extérieur. On parle de cybercriminalité, évidemment, sur l'alimentaire aussi, ça peut jouer. Selon vous, Claire, quel est le risque principal? C'est quoi? C'est ces erreurs involontaires? C'est ces attaques délibérées de l'interne ou de l'externe? L'informatique ne se trompe pas. Bon, pardon, excusez-moi. C'est celui qui est devant son écran. D'accord, ok. Il ne peut pas y avoir de bug. C'est pas possible. Il peut y avoir des bugs, mais voilà, c'est la donnée qui va être saisie. Tous ceux qui ont eu un ordinateur savent que des fois, il bug quand même. Enfin, c'est la donnée qui est saisie, qui peut être erronée. D'accord. Donc là, aujourd'hui, effectivement, le principal risque aujourd'hui, c'est l'homme qui va être derrière la machine. C'est toujours l'homme le coupable. Aujourd'hui, nous, chez VIF, le gros travail sur la fiabilité des données et sur cette question de la cyberattaque, c'est de qualifier nos produits pour éviter effectivement cette vulnérabilité que l'on aura vis-à-vis d'un écosystème, vis-à-vis d'une recherche de piratage ou autre. Et donc, c'est un investissement d'un côté sur le logiciel, donc à la conception, mais c'est aussi... aujourd'hui, s'adjoindre les services d'une société qui est spécialisée dans les tests de vulnérabilité des systèmes. Donc ça, c'est lorsque l'on installe ce logiciel chez nos clients. Et pour toutes les solutions qui sont hébergées, puisqu'aujourd'hui on est parti vers des solutions cloud, c'est aussi travailler avec des hébergeurs qui répondent à une norme qui s'appelle l'ISO 27001. Oui, parce qu'il peut y avoir des coupes, des interruptions dans la connexion Internet. Qui garantissent la continuité de service d'une part, mais qui garantissent aussi une sécurité vis-à-vis des attaques. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu toutes ces étapes-là, toutes ces briques qui permettent de rendre la chaîne moins sensible à ce type d'impact d'une cyberattaque. Et aujourd'hui, la chaîne est sensible ? Si on parle honnêtement. Alors la chaîne agroalimentaire... quand on voit que les élections aux États-Unis ont pu être bidonnées, non, je plaisante. Alors c'est un risque puisque aujourd'hui on va parler de food défense. Et donc lorsque l'on veut s'attaquer à une population, l'alimentation est un réseau extrêmement qui permet une diffusion extrêmement rapide et avec un impact majeur. Donc, oui. Non, mais je veux dire, les systèmes sont relativement bien protégés aujourd'hui, ou d'une manière générale, les ERP sont solides, sont armés, ou il y a encore... Je pense qu'on est en train de... On cherche toujours à s'améliorer, puisque les techniques progressent. Et donc, les assaillants s'améliorent, donc voilà. Il faut toujours remettre sur l'ouvrage. D'accord. Oui, Cédric. Je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce que venaient de dire mes deux voisins, là. Ce que viennent de dire mes deux voisins, c'est l'information produit, en fait, ça devient absolument majeur, parce que c'est ce qui va structurer vos échanges avec vos partenaires. Donc tout est donné, tout est data et tout est flux d'échange de produits physiques, mais aussi flux d'informations. Et l'enjeu de l'information produit, il est colossal dans les entreprises. Et là, je reprends ce que tu disais, Bruno, c'est l'information, elle existe à plusieurs endroits dans l'entreprise. Il faut absolument créer dans les entreprises une espèce de direction de la donnée. Et il y a dans beaucoup d'industries, notamment pharmaceutiques, très réglementées, des data managers pour être la porte de centralisation quelque part de la donnée et être capable de la recenser en interne et de la transmettre à ses partenaires via des offreurs de solutions telles que VIF, telles que Claire. Et ça, c'est très important d'avoir
cette capacité à bien fabriquer. Et ensuite vient la notion de qualité. C'est là que les enjeux de formation sont très importants. Oui. C'est là que les enjeux des systèmes d'information et des partenaires sont importants. C'est là que les standards permettent aussi, par une bonne structuration, de maximiser la qualité. Parce qu'une information de produit de mauvaise qualité, ça restera une mauvaise information produit. Et donc derrière, in fine, un mauvais produit. Ça, c'est très important. Donc c'est un enjeu crucial pour l'ensemble des entreprises. Oui, Vincent, je vous voyais sourire au propos de Cédric, oui, sur les standards notamment. Non, moi j'ai pas de problème avec les standards. Non, je sais bien, mais... Non, en fait, si vous voulez, le sujet que vous évoquez, qui est le sujet de la sécurité des données, c'est valable pour n'importe quelle société qui va générer n'importe quel type de données. Bien Donc, sûr. vous retombez toujours sur des sujets de sécurité, de serveurs, d'hébergement, de standards, etc. Standards, l'ISO que vous évoquez, que nous certifions naturellement par ailleurs. Mais comme le disait Claire, dans l'alimentaire, il y a le risque effectivement qu'on engage la santé, ça peut se propager très vite. Juste si vous... C'est plus dangereux que... On est d'accord. Le sujet de la traçabilité que vous évoquez, qui est le thème de la table ronde, il est simple. Vous avez des informations qui sont en silo chez différentes parties prenantes. Donc vous prenez une chaîne de valeur, et en général, les informations ne circulent pas. De plus en plus aujourd'hui, on fabrique des bridges pour suivre un produit le long d'une chaîne de valeur. Donc un produit qui va entre la production et le consommateur, qui va avoir 7 à 8 étapes en moyenne, il va bien falloir suivre ces 7 à 8 étapes. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver le langage commun, c'est le premier problème que vous devez résoudre. Là je vois Cédric sourire. Là. GS1 est une solution bien sûr, mais au-delà de ça, plus vous aurez de pièces technologiques qui vont faire discuter des silos entre eux, plus vous aurez de risques, de filtres, de fuite, bien sûr. Et donc, le cas échéant, de problèmes que vous évoquez. Donc, évidemment, il y a ce sujet de la sécurité. Mais avant tout, avant d'en arriver là, il faut faire parler les gens entre eux, les mettre autour de la table, et vous avez ce sujet de consortium, de filière, parce que quand on a un distributeur qui est prescripteur, ça marche bien. Oui. Mais quand vous avez des chaînes de valeur plus complexes, où vous avez un bargaining power, c'est-à-dire une capacité d'influencer la décision, qui est équitable entre les industriels, les producteurs, les traders et les distributeurs, c'est plus difficile d'imposer un standard. D'où le recours au tiers de confiance historique. Voilà. Alors, oui, Cédric. Oui, donc sur les standards, vous êtes d'accord, j'imagine. On aurait cru quelqu'un de GS1 par là. Un tiers de confiance. Non, tu as complètement raison. Tout l'enjeu, c'est vraiment de créer ce langage commun que tout le monde parle, cet anglais que tout le monde parle sur cette chaîne, pour éviter en effet que la traçabilité soit que du cliquer en dessous et au cliquer au-dessus, mais bien sur l'ensemble de la chaîne. Et l'objectif des standards et des solutions d'interconnexion, justement, c'est de permettre cette chaîne de traçabilité de bout en bout, à la fois montante et descendante. Et c'est ça que doivent produire les standards de nouvelle génération, qui permettront donc à l'ensemble d'une chaîne et aux acteurs au sein de celle-ci de savoir l'ensemble de l'histoire parcourue par le produit. Hop. Oui, non, ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, il y a la partie click et bridge et système, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la transparence nécessaire entre les différents acteurs. Parce qu'effectivement, quand on a des crises alimentaires, ceux qui ont été impliqués dans les crises alimentaires le savent. C'est-à-dire que quand on a une crise alimentaire, effectivement, les informations viennent, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire tout le monde se sent concerné, tout le monde s'identifie comme acteur de cette filière-là et participe. Mais ce qu'il faut, c'est créer ça lorsqu'il n'y a pas de crise, pour qu'en cas de crise, en fait, on améliore effectivement cette transmission d'informations, on soit plus au courant effectivement de ce que fait l'étape en amont. Et je pense que ça, c'est un des enjeux du futur. Et alors, on voit qu'il y a effectivement, vous l'avez dit, un certain nombre de défis. Quelles sont les solutions qui existent, puisque c'est quand même l'objet, c'est d'apporter des réponses, hein, l'objet de cette table ronde, en tout cas de donner quelques éléments. Quelles sont les solutions qui existent, outils, méthodologies qu'on développe aujourd'hui et qui permettent d'avancer dans cette, plus grande confiance dans la traçabilité et plus grande sûreté? Je sais pas. Oui. Moi, je peux parler pour effectivement. Voilà, IFS, vous êtes en train, je le dis, parce qu'on en a parlé déjà un petit peu ensemble, de développer un audit un petit peu premium plus. En quoi ça consiste? Alors, juste avant, en fait, le type de référentiel qu'on développe, en fait, ils sont là pour effectivement. On a parlé de deux sujets de transparence et aussi de confiance. En fait, ces certifications, elles sont censées donner confiance aux clients
que les choses se passent comme elles devraient se passer ou comme il est prévu que ça se passe. Et dans l'aspect de la transparence, en fait, ce sur quoi travaille l'IFS, c'est d'abord à une reconnaissance par les autorités sanitaires de différents pays de ces référentiels pour aussi inciter les utilisateurs de ces référentiels finalement à la fois être transparent vis-à-vis d'un auditeur qui viendrait faire un audit IFS, parce que, in fine, cette transparence sera reconnue par les autorités comme un gage de bonne foi. Et le deuxième aspect, effectivement, sur lequel on travaille à l'IFS, on a un projet pilote qui se passe en ce moment aux Pays-Bas. Ce sont effectivement sur des audits qu'on appelle d'intégrité produit, qui sont plus orientés alors d'une façon verticale, c'est-à-dire qu'on remonte une filière ou une chaîne, beaucoup plus qu'on le fait lors d'un audit en fait, de site. Et effectivement, dans ces audits de filière, on va pouvoir être amené à auditer d'autres sites et aussi à auditer la qualité de l'information qui est à la disposition de l'industriel sur, ça peut être l'origine d'un poisson, ça peut être ou la nature d'un poisson, ça peut être sur la certification d'un fournisseur, c'est-à-dire l'absence de traces de fruits à coque, des choses comme ça. Exactement. Qui effectivement à un moment se retrouve sur l'étiquette, mais quels sont les moyens que l'industriel met en place pour s'assurer que tout ce qu'il met sur l'étiquette est vrai. Et alors, la question que je me pose, c'est effectivement ce genre d'information n'a d'intérêt que si ça peut être revendiqué ensuite, non, par l'industriel ou le distributeur dans le cadre d'une marque propre. C'est l'intérêt, j'imagine, de pouvoir certifier, voilà, pas de traces de fruits à coque dans mon produit, je vous le certifie et je le mets sur mon emballage. C'est différenciant. Alors, oui, bien sûr. Alors, ça donne la confiance à celui qui le met, ou au distributeur finalement, parce qu'effectivement, il sait qu'une entreprise est certifiée, selon l'IFS ou d'autres référentiels. Cela étant, pour nous, ce serait un grand danger de voir notre logo sur les produits. Pas plus tard qu'hier, j'ai appris qu'il y avait un producteur de glace pour les mojitos dans le Var qui avait les logos de nos deux sociétés sur ses produits. Alors j'aime bien les mojitos, mais en l'occurrence, ni Bureau Veritas ni l'IFS n'avaient jamais entendu parler de cette société. Donc c'est vrai que le fait de mettre, je pense que c'est des choses aussi très techniques, et le mettre certifié IFS sur un produit. Là, de dire je peux certifier sur mon emballage. Bien sûr. Après, c'est les acteurs effectivement qui utilisent ces référentiels qui peuvent traduire cette information en disant je peux garantir effectivement où la chaîne de production est certifiée sans aller effectivement dans le détail du dispositif. Et est-ce que après le risque, alors là je vais faire un peu le journaliste qui met de l'huile sur le feu, mais est-ce que le risque c'est si on peut revendiquer ça sur certains produits, est-ce que ça ne fait pas peser un doute, une suspicion sur les produits qui ne sont pas en mesure de le revendiquer pour des raisons de coût, parce que j'imagine que ça a un coût quand même, un audit premium comme ça, et on ne peut pas le faire sur tous les produits. Donc du coup ça peut instiller le doute sur les autres produits, non ? Alors, dans le cas de cet audit d'intégrité, donc qui effectivement est un module, on va dire, très spécifique et qui est en rapport, mais qui n'est pas directement lié à la certification IFS, l'objectif est d'avoir plus des sécurités dans des chaînes qui sont peut-être plus complexes que dans d'autres où le risque est plus contrôlé. Donc ça dépend en fait du niveau de risque en fait de la filière concernée. Bien sûr. Ok. Oui. Vincent Bourdil, oui. Il est bien clair que le risque n'est pas le même pour tous. Il est bien clair qu'il y a des produits plus risqués que d'autres. Quand je dis ça, j'enfonce des portes ouvertes. Mais vous avez plein de manières de catégoriser ce risque. Vous avez des gens qui ont compiler des bases de données existantes de contamination microbienne, microbiologique, physique, etc. sur des centaines de milliers d'échantillons, sur des centaines de milliers d'audits, pour essayer de sortir des cartographies de risques par pays, par filière, par produit, et donc pour aider les industriels à choisir leurs fournisseurs. Donc ça, c'est des services qu'on développe, par exemple, et ce sont des services qui sont assez innovants parce qu'elles permettent de réduire le coût, quelque part, de la sécurité, de la confiance, de la garantie, de la transparence, en essayant d'utiliser le cloud, la masse de données qui existe, pour au lieu de dire on va auditer chaque fois, chaque personne de la même manière, on va regarder là où c'est risqué et on va plutôt mettre l'accent là où il y a besoin.
C'est une sorte de scoring un peu Exactement, auquel vous aboutissez. c'est exactement ça. D'accord. Alors, Vincent, je vais vous demander de faire une démonstration maintenant parce que, alors, on entend dire que la blockchain, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est la blockchain, mais vous en entendez beaucoup parler, qui est une méthodologie en théorie qui permet d'assurer l'intégrité d'une transaction informatique sitôt qu'elle a été enregistrée. Bon, je fais en ultra raccourci. J'espère que je ne suis pas trop à côté de la plaque, parce que je n'ai pas toujours tout compris encore, mais voilà. C'est normal. Est-ce que la blockchain, donc, qui est un peu perçue un peu comme une recette donc miracle, la blockchain, peut permettre d'aider à la traçabilité? Est-ce qu'elle a un absolument. rôle à jouer? Alors moi, nous, on y croit beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi dans une seconde, mais il faut bien comprendre que c'est une technologie. Au même titre qu'aujourd'hui, on parle de blockchain, personne ne comprend. Il faut vous imaginer, il y a 20 ans, si je vous disais une page web, vous n'auriez pas compris. Non. Donc c'est le même principe. C'est-à-dire que ça fait référence à tout un tas de sujets sur lesquels on n'a pas de prise, donc on a du mal à comprendre. Simplement, la blockchain, c'est quoi? C'est des ordinateurs, pour le faire simple, en pratique, qui vont communiquer entre eux dans un réseau qui n'est pas Internet et qui vont échanger des informations de façon cryptée. Et le principe de ce réseau d'ordinateurs, donc si je prends la blockchain du Bitcoin, qui est une d'entre elles, vous avez 6000 ordinateurs. En gros, ce n'est pas un ordinateur, un ordinateur serait aussi gros que cette pièce, il y en a 6000 comme ça, et ils se font confiance entre eux. C'est la base du principe, c'est que si l'un d'entre eux imprime une information dans la blockchain, c'est-à-dire qu'il va miner un bloc, ce qu'on appelle miner un bloc, d'une façon extrêmement complexe, en utilisant un algorithme très complexe, il va publier sa méthode aux 6000 autres qui vont dire « Ah ouais, très bien, je suis d'accord ». Et donc, qui vont la valider. Et donc cette information devient validée de façon définitive, donc, de façon horodatée, elle est immuable, infalsifiable, etc. Elle est là pour toujours. Et publiée par 6000 ordinateurs. Et donc dans l'alimentaire, alors ça, c'est la technologie. Comment ça marche en pratique? En pratique, vous avez donc des informations qui vont être imprimées dans un réseau, dans un ledger, on appelle ça un ledger, et qui vont rester là ad vitam. Et donc on peut imaginer, c'est ce qu'on a fait dans le cadre, ce qu'on fait en fait dans le cadre de plusieurs proof of concept, c'est le mot des POC. Donc on va voir des consortiums d'industriels, des filières, et ils nous disent oui, nous ça nous intéresse de développer. En l'occurrence, on a fait ça sur le thon parce que c'est une chaîne de valeur complexe où vous avez des zones d'ombre importantes et vous n'avez pas la possibilité de suivre tous les batchs produits. Ce que vous appelez des zones d'ombre, c'est-à-dire des zones de production, de pêche. C'est-à-dire que les zones de pêche, ce qui se passe dans le Pacifique Sud, c'est comme à Vegas, quoi. Oui, d'accord. Ça reste dans le Pacifique Sud. D'accord, on n'en sait pas plus, quoi. Il vaut mieux pas d'ailleurs. Non, on ne peut pas mettre d'auditeurs ou d'inspecteurs sur tous les bateaux. Non. On le fait, mais ça a un coût. Ce que je dis souvent, c'est que vous pourriez avoir une traçabilité totale, elle est facile. Mais il suffit de mettre un inspecteur derrière chaque produit. Mais ça coûterait... Mais c'est pas possible. Ouais. Donc ça, on le comprend bien. Donc il faut trouver des façons d'automatiser les transactions de manière à garantir à chacun des acteurs qu'il n'est pas juste responsable du coup d'avant et du coup d'après, mais de la totalité. Donc pour ça, vous êtes obligé de mettre tous les acteurs autour de la table et de leur proposer une technologie autour d'un tiers qui va porter un projet et qui va... Et donc ça, GS1 est un bon exemple de ça. Mais il y a d'autres technologies. La blockchain en est une autre qui donc permet d'imprimer cette information avec... Donc il y a des... C'est pas avec du code barre, mais à la fin de la fin, elle est visible par tous les acteurs de la chaîne. Et ce qui est visible, c'est une information cryptée, c'est la trace de l'information, et vous pouvez choisir ce que vous mettez ou pas. Ce qui veut dire que, en théorie, et c'est ce qu'on a démontré, vous pouvez mettre des bons de commande, des rapports d'inspection, des factures, tout produit qui document qui va créer la trace de la transaction en choisissant ce que vous voulez mettre et pas mettre. Typiquement, vous réglez le problème de je veux le bon de commande physique, c'est l'acte de transfert de propriété, donc c'est celui-là que je veux mettre, mais dessus il y a le prix. Donc je ne veux pas partager mon prix. Par contre, je veux bien partager mon batch number, mon code produit et puis un certain nombre d'autres informations. Et donc ça, on le résout grâce à la blockchain. On va prendre une partie de l'information et on va l'imprimer dedans et elle va y être de façon définitive. Le coup d'après, il va regarder ce qu'il y a, il va dire oui, c'est bien ça, je mets mon information à moi et ça continue. Et je l'enrichis. C'est-à-dire que c'est les acteurs eux-mêmes, finalement, qui décident. Les industriels, les producteurs, les traders, les transformateurs, les logisticiens. Exactement, qui sont eux-mêmes acteurs de cette traçabilité, ce qui permet de réduire considérablement le coût du sujet. Et nous, on se positionne comme maître d'œuvre ou maître d'ouvrage de l'ensemble et on vient intervenir à certains points clés pour vérifier que l'information qui est mise est la bonne. Parce que, une fois de plus, une fois qu'elle y est,
elle est là pour toujours. Et juste, dernière question. Alors, est-ce qu'il y a des applications concrètes? Vous parliez de la filière du Alors thon. oui, Est-ce qu'il y on en déjà a, je peux vous en citer 4 ou 5 parce qu'on a qui 4 l'appliquent réellement. On travaille avec un distributeur français très connu, on a sur de l'alimentaire, Qui sur des commence produits, par des produits de la C, mer par exemple. Par exemple. Par Enfin, il y en a exemple. 2, alors bon. Par exemple. C'est pas forcément... Mais sur de l'alimentaire et du non alimentaire. Donc les gens en général essayent sur plusieurs sujets, mais on travaille aussi beaucoup avec des distributeurs non français. D'accord. Parce qu'on est un groupe international, donc on a aussi un distributeur américain très connu sur lequel on est en pilote. Voilà, sur lequel on est sur d'autres pilotes. Donc on est à l'état de pilote aujourd'hui sur des sujets qui leur posent des problèmes historiques. D'accord. Sur des zones souvent en Asie où on a des doutes et où là on pense que la technologie blockchain peut être un élément disruptif, mais on est encore au début, hein, c'est certain. D'accord, mais ça nécessite quand même d'avoir confiance en un des acteurs qui va venir... Ça nécessite qu'ils se fassent confiance entre eux. Voilà. Mais pour ça, la technologie elle-même remplace le recours au tiers de confiance. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Oui. Vous n'avez plus besoin de mettre un inspecteur derrière chaque produit. Vous avez toujours besoin de temps en temps d'aller vérifier parce que vous allez créer de la masse de données énorme. C'est-à-dire que, dernier exemple, et je vous passe la parole, aux États-Unis, vous avez 2% des stocks de poissons importés qui sont inspectés. 2% sont inspectés. 2%. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Et pourtant, les États-Unis est le pays qui met le plus d'argent par tonne de poisson pour inspecter ses produits. 4 fois plus qu'en France. D'accord. Et sur ces 2%, 10% sont rejetés. Okay. Donc ça vous donne une idée de la masse de données que vous allez... Si demain vous dites je veux passer de 2 à 15, à 20, à 50, à 80, à 100... de la masse de données que vous allez devoir gérer et que donc le recours à une technologie qui soit le langage commun et qui permette de fédérer des acteurs à intérêts divergents. Oui. Non, je voulais juste aller dans ton sens, qui est que la blockchain pour GS1 et nous qui standardisons les échanges, c'est un très bon complément pour rajouter une couche sécuritaire à l'ensemble des transactions, de la commande à la facture que nous émettons, parce que pour sécuriser, il faut de la donnée, et pour avoir la donnée, il faut qu'on identifie les choses et les personnes qui partagent. Donc c'est très complémentaire, et GS1 lance évidemment des sujets de réflexion autour de cette nouvelle technologie ou des technologies de la blockchain, parce que ça rajoutera une couche sécuritaire à l'ensemble des flux que nous administrons dans l'ensemble des filières. Donc c'est très complémentaire et ça augure en l'occurrence beaucoup de progrès. Alors, puisque vous avez le micro, Cédric, vous allez poursuivre. Vous avez lancé au Salon de l'Agriculture avec la coopérative Terrena une plateforme qui est destinée à fédérer l'amont de l'industrie, hein, donc les éleveurs, les agriculteurs, et là aussi pour toujours dans cette logique de filière, ce qu'on disait tout à l'heure, donc d'avoir l'information à tous les stades et de pouvoir écrire une histoire complète de l'amont à l'aval, de la fourche à la fourchette. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous dire en quoi ça consiste et en quoi évidemment ça contribue toujours pareil à la traçabilité, à renforcer la traçabilité? Et au discours qu'on veut raconter. En fait, donc on l'a annoncé ici même il y a un mois, donc en avant-première avec la coopérative Terrena. Terrena, c'est 22 000 producteurs, c'est 5 milliards. Donc c'est vraiment une très très grosse coopérative, notamment dans l'ouest de la France. Et en fait, c'est né d'une rencontre entre l'histoire d'une entreprise qui voulait raconter une nouvelle agriculture, qui est bien plus qu'un concept, qui va devenir une marque consommateurs justement, dans laquelle ils veulent parler d'une autre façon de produire, ils veulent parler de bien-être animal, ils veulent parler d'empreinte CO2, ils veulent parler d'alimentation. Et en fait, ils avaient besoin, pour raconter cette histoire avec le juste discours de preuve, d'avoir les moyens de fabriquer leurs données et de la structurer et de la partager. Donc c'est de là que la relation est née entre Terrena et nous. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Et en fait, on a créé ce qu'on appelle donc une plateforme collaborative de traçabilité, parce que la collaboration pour nous est la seule façon de fabriquer une traçabilité de bout en bout, de la fourche à la fourchette. Et en fait, au travers de cette plateforme, on a accompagné l'ensemble des producteurs de Terrena de fabriquer leurs données. Qu'est-ce que j'entends par données? Et là, je vais rentrer un tout petit peu dans l'explication du standard. C'est un... Je me lève parce que vous avez si tu voulais juste montrer la page, mais en fait, je vais le dire... Je vais le dire comme ça. En fait, à chaque moment du processus de vie d'un produit, donc vous imaginez, on l'a expérimenté sur le poulet en fait. Donc on est parti d'un lot de poulet dans un couvoir et ce lot de poulet était identifié. Et j'insiste sur les mots d'identification parce que la seule façon de construire une traçabilité, ça démarre par une bonne identification des choses. Et sur l'ensemble du processus
de ce poulet, donc qui va partir du couvoir et qui va aller jusqu'au consommateur, en fait, on identifie un certain nombre d'événements et on les numérise. C'est-à-dire que dans le couvoir, les 3000 poussins, vous avez ici donc toute la chaîne qui part de l'intrant et qui va au consommateur. Et donc, en fait, le couvoir, donc c'est là où naissent les poussins. Et à chaque moment du processus, on crée un événement numérique. C'est-à-dire que le produit est identifié dans la ferme de Monsieur Dupont à un moment présent, à un moment précis et dans une étape de son processus, qui est donc là la naissance du poussin. Ensuite, ça monte dans un camion, ça crée un événement numérique. Et chaque événement numérique répond à ces 4 questions. Quoi, où, quand, pourquoi. Et donc tout ça, c'est régi par des standards internationaux que GSA a développés, et c'est partagé dans des bases de données. Et sur l'ensemble des flux du couvoir, on monte dans le camion, on va dans la ferme, où justement le producteur nous raconte son histoire sur sa façon d'élever les poulets. Ensuite, ça va en usine, c'est transformé, c'est mis en carton, c'est mis en palette. Et tout ça, à chaque étape, on crée ce qu'on appelle un événement numérique. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'une histoire qu'on écrit page par page. Et sur l'ensemble de la chaîne, on crée cette donnée qui est disponible soit en open data, et c'est là que le producteur, qui est le fabricant de la donnée, décide de poster ou pas de la donnée. La responsabilité de la donnée et la propriété appartient à l'émetteur. Ensuite, vous avez de la donnée que vous partagez avec vos partenaires, distributeurs par exemple, et vous la partagez à un niveau du numéro de lot. Ça veut dire que 2 packs de poulet avec 2 lots différents ont le même code qui passe en caisse, mais à l'intérieur, il y a 2 histoires différentes, parce qu'il y a 2 producteurs différents, avec tout un tas d'événements, la façon dont il a été soigné, la façon dont il a été nourri, et on a toute la traçabilité sur la chaîne des produits intrants, on a toute la traçabilité sur les vaccins qu'il a reçus. Et donc, à la fin, quand vous scannez par exemple un tout petit code sur le produit, vous avez accès, parce que vous êtes authentifié et autorisé à accéder à cette information, vous avez toute l'histoire remontante du produit. Avec tout ça structuré, standardisé, dedans, dans les événements numériques, il y a énormément de process autour des audits. Les audits sont des événements du processus clé qui constituent en fait le discours de preuve et in fine le discours de sincérité, de confiance qu'on veut redonner aux consommateurs. Et donc là, ça permet de la différenciation pour le producteur, de raconter une histoire, comme vous disiez, les conditions d'élevage du poussin, est-ce qu'il a reçu des vaccins ou pas, etc., par rapport à un autre lot produit où le poussin est élevé dans des conditions différentes. Ça peut être une vraie différenciation, là, du coup. C'est clairement la volonté de raconter une autre agriculture, de produire mieux avec moins, et une volonté de différencier la qualité de la production française, parce que le poulet français sera toujours plus cher que le poulet brésilien, quoi qu'on fasse. Et certainement meilleur justement par toute la qualité de production et tout le savoir-faire des producteurs. Donc c'est aussi par cette fabrication de la donnée, sa capacité à la partager avec l'ensemble de ses partenaires, et j'insiste vraiment au niveau du numéro de lot, ce qui est un niveau très fin, c'est un vrai moyen de créer de la valeur sur son produit. Donc pour des sociétés comme Terrena, c'est une décision de direction générale que de transformer l'entreprise. Et Claire, tu équipes une des solutions de cette entreprise pour lui permettre, par sa donnée, de se différencier et de raconter des nouvelles histoires et de vendre potentiellement plus cher à un distributeur qui, lui aussi, dans une filière poulet, exemple le même distributeur qu'on a évoqué tout à l'heure, qui voudrait raconter des choses aux consommateurs. Mais cette qualité-là, ça a un prix. Et si ça permet d'augmenter un peu la valeur, eh ben, in fine, on aura réussi quelque chose de grand. Claire, oui. Vous aussi, chez VIF, alors vos réponses pour donner de la puissance, de la solidité à vos ERP, qu'est-ce que vous pouvez développer, qu'est-ce que vous développez sur vos produits ? Aujourd'hui, on est en train de travailler un petit peu sur des solutions mobiles, justement parce que on a besoin de ne pas être juste au niveau de l'industrie, mais d'être au-delà, de travailler dans notre écosystème, dans l'environnement. Et donc, on travaille aujourd'hui sur des solutions qui vont au-delà des murs de l'entreprise. Voilà. Donc, la mobilité. De la mobilité. Tout à l'heure, j'évoquais le travail sur
des logiciels donc d'information produit, Oui. aussi de vie du produit. Voilà, donc on enrichit aujourd'hui nos logiciels pour être en réponse Et de aux les passer besoins en des mobilité. industriels. Voilà. Ok, merci. Alors, dernière question peut-être qui vous concerne tous. La traçabilité, c'est un sujet quand même très technique. Le consommateur donc, demande de la réassurance, on l'a dit, mais quel est le niveau d'information qu'il faut lui communiquer pour le rassurer, parce que c'est l'objectif, mais sans l'abreuver? Alors, je sais que c'est peut-être un peu compliqué, mais voilà, votre sentiment. Moi, j'ai une idée très simple Allez-y. là-dessus. Je pense que le consommateur a le droit de pouvoir prendre son téléphone, scanner un code barre sur un produit et avoir, sans avoir besoin de se loguer, d'identifiant, quoi que ce soit, avoir l'historique, s'il le souhaite, de tout le produit. C'est-à-dire l'ensemble des éléments qui constituent, depuis son origine, de chaque ingrédient, sa transformation, son transport, jusqu'à la fin, jusque dans le grand magasin. Mais il me semble qu'il y avait des industriels qui avaient tenté ce genre de choses et qui sont revenus un peu en arrière, non? C'est parce qu'aujourd'hui, les solutions technologiques sont compliquées, il faut équiper, etc. C'est la raison pour laquelle toutes les filières cherchent des solutions depuis des années. In fine, la martingale, c'est ça. L'objectif, c'est celui-là. Et aujourd'hui, la technologie le permet. C'est la raison pour laquelle on a lancé tous ces pilotes et on croit beaucoup à la blockchain pour ça, pour architecturer cette possibilité-là d'aller jusqu'au consommateur en mode ouvert. C'est vraiment ça, en mode ouvert, vous avez l'historique du produit, le consommateur scanne et c'est terminé. Et cette transparence totale apportera de toute façon de la bonne pratique sur la durée. Okay. Vous ne pouvez pas les tromper indéfiniment. J'insiste sur ce que tu dis, sur le côté un peu plug and play. Il faut que l'ensemble de ce que l'on produit, ça sorte quasiment de façon invisible pour le consommateur et qu'il ait rapidement l'information qu'il attend. J'insiste sur le fait que, c'est vraiment un avis personnel, mais il faut encore une fois qu'on lui raconte la juste histoire, la juste vérité, en effet sur toutes les étapes par lesquelles sont passés les produits de thon que tu évoquais tout à l'heure. Et voilà. Et les marques, par contre, une fois qu'elles s'engagent dans ce discours-là, c'est un engagement de société, c'est extrêmement exigeant, parce que les consommateurs, plus vous leur en donnez, plus ils vont vous en demander. Plus ils vont le partager avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que le niveau d'exigence monte. Donc il faut que vous soyez méchamment structuré en interne et bien préparé pour faire ça. Mais par contre, ceux qui arrivent à bien le faire, c'est un vrai avantage compétitif qu'ils peuvent acquérir par la donnée et l'histoire construite dessus. Oui, Claire. Sur le sujet, oui. Bon, il n'y a rien à ajouter, je pense. Rien de particulier, oui. C'est la juste information. Voilà, ce mot. Faut pas en donner trop. Voilà, ce mot est compliqué parce qu'il est. On est sur une ligne de crête en fait. Ouais. Oui, Bruno. Et pour moi, effectivement, c'est une responsabilisation des différents acteurs de la filière. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Et ce bateau qui mène vers le consommateur, il demande plus de transparence. Donc il n'y a qu'en communiquant ensemble qu'on pourra arriver à améliorer les choses. Rien n'est parfait, mais si la direction est commune pour tout le monde, on peut s'améliorer. Donc il faut réussir à faire asseoir tout le monde autour de la table. C'est ce qu'on disait, vous disiez les uns et les autres tout à l'heure. Bon, eh bien, il me reste à vous remercier, mesdames et messieurs. On peut les applaudir. Et alors maintenant, on peut prendre 5 à 10 minutes pour vos questions dans la salle. Donc n'hésitez pas, nos intervenants sont là. Si vous avez des questions sur ce qui a été dit, allez-y, profitez-en. Non, je vois peut-être de la timidité. Tout a été clair. Alors, Béatrice, oui, voilà, lance la première question. Donc moi, en fait, j'ai compris aussi qu'il faut des contrôleurs au label. Enfin, il faut avoir des contrôles et puis des systèmes qui contrôlent les contrôles. Après, des contrôleurs de contrôleurs de contrôleurs. Non, en fait, c'est un peu ça qu'on va arriver un peu à ça aussi, non? Non, pas. Alors, là-dessus, vous avez raison. Quand vous débarquez dans ce secteur d'activité, vous dites, mais attendez, jusqu'où ça s'arrête? Parce qu'il y a des gens qui regardent quand vous travaillez, il y a des gens qui vérifient que vous travaillez bien, puis il y a des gens qui regardent, et ensuite vous avez des accréditateurs, et puis ensuite vous avez disons le gouvernement, l'État, mais à la fin, le sujet, c'est le sujet des concitoyens, c'est le sujet des consommateurs et des citoyens. Donc,
je peux vous assurer, madame, que l'ensemble des solutions et l'ensemble des préoccupations que nous avons auprès de nos clients consiste précisément à apporter le niveau de contrôle qui est le plus réduit possible, le plus juste possible, compte tenu d'un profil de risque. Et parce que, in fine, si vous ne rassurez pas le consommateur, et vous-même vous l'avez dit, votre produit ne se vendra pas ou se vendra moins bien. Et le sujet, c'est est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes prêt à payer 1 ou 2% plus cher sur un produit pour avoir la totalité de l'histoire de ce produit? Si vous répondez oui à cette question, vous êtes prêt à accepter que quelqu'un vienne le contrôler? Merci pour cette réponse. Alors en fait, moi, je vais poser ma question un peu différemment. Moi, en tant que nutritionniste, ce qui va m'intéresser, c'est les aspects de contrôle, je vais dire, toxicologique, scientifique, etc. Beaucoup plus pour la santé du consommateur, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Je vais vous prendre un exemple. Une fois, j'ai eu, via le service consommateur d'un client, on me demandait si, c'était les urgences de je ne sais pas où, qui me demandaient si les haricots verts avaient été rangés dans la boîte avec quelqu'un qui portait des gants en latex, etc. Vous voyez, ça va quand même assez loin. Donc il y a la partie vraiment santé publique, on va dire, des contrôles. Donc on a besoin de savoir, d'avoir une traçabilité et une mémoire de cette traçabilité. Et puis à côté, il y a le consommateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a envie de savoir et qu'est-ce qu'on doit contrôler par rapport à son niveau d'attente. Par exemple, si on lui promet que le haricot vert a été cueilli chez sa grand-mère, il faut qu'on puisse qu'il y ait une certification, que ce soit bien de sa grand-mère que ça vienne. Donc en fait, il y a des aspects de contrôle qui me semblent éthiques, on va dire, généraux, hein, et puis des raisons plus médicales, scientifiques, etc., ou toxicologiques. Après, on ne peut pas non plus tout contrôler. Enfin, ça n'a pas forcément d'intérêt de savoir que la punaise a été plantée par un gars qui était assermenté pour planter la punaise au bon endroit. Vous voyez, peut-être qu'il faut aussi distinguer les niveaux de contrôle. Il ne faut pas forcément contrôler pour le plaisir de contrôler, mais qu'on ait un aspect de contrôle qui soit santé publique et puis un aspect qui soit plus éthique par rapport à un consommateur. Je ne sais pas, c'est une question. Il faut poser cette question aux gens qui nous gouvernent et qui définissent le cadre réglementaire dans lequel nous vivons et qui définissent le niveau de tolérance par rapport à un certain nombre de molécules que vous évoquez. On en a énormément. Enfin, il y a suffisamment de sujets dans ce pays sur les pesticides, sur les dioxines, etc. Le point, c'est qu'il y a, de mon point de vue, et pour travailler dans ce métier, il y a aucun industriel de qualité que je connaisse qui ne met pas en œuvre, dans le cadre de ses plans de contrôle, des niveaux de suivi par des laboratoires accrédités de l'ensemble de ces produits. C'est-à-dire qu'on fait des tests microbiologiques, on fait des tests physico-chimiques, on fait des tests d'authenticité, on fait même tout un tas de tests aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une crise, on rajoute une couche en termes de tests qui sont volontaires dans les plans de contrôle, qui sont fondés sur des analyses de risque. Maintenant, il y a un cadre réglementaire sur le sujet. On peut regretter qu'en France, il y ait un restaurant soit contrôlé tous les 14 ans. On peut le regretter, mais c'est la vérité. Donc comment est-ce qu'on fait pour pallier ce sujet? On développe des solutions mises en œuvre volontairement par les acteurs de la restauration pour toucher le bout de la chaîne où vous avez la grande majorité des contaminations microbiologiques qui vont impacter le consommateur. Justement, par rapport à ces contrôles au restaurant, on peut faire des contrôles inopinés et puis on a une chance d'y arriver. Après, il y a ce qu'a établi New York, par exemple, qui dit lorsque vous avez un désordre intestinal ou autre chose, une pathologie, quand vous sortez du restaurant, il y a une application, vous la déclarez sur quelque chose et là, tout de suite, on repère tout de suite les nids. Donc, il y a peut-être aussi des astuces à mettre en œuvre pour pouvoir avoir des points de contrôle qui deviennent à ce moment-là statistiques, parce qu'on sait bien que les contrôles qu'on fait par rapport à la microbio ou autre chose dans les sites de production, on ne peut pas les faire statistiquement tous les contrôles qu'on devrait faire. Je voudrais juste répondre à la question par un célèbre adage, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, mais pour moi, tout est dans la notion de la confiance. Donc il faut un certain nombre de contrôles. On pourrait en créer des milliers et autres. Je pense qu'il faut le bon niveau de contrôle avec le bon niveau d'exigence par des tiers extérieurs qui permettent notamment aux entreprises de se challenger et de ne pas s'endormir. Donc je pense que ça, c'est plutôt très vertueux. Mais j'insiste sur le fait que la confiance, elle naît en effet de certains contrôles, mais elle naît de toute l'histoire et de la marque. Moi, j'ai travaillé il y a quelques années
chez Blédina, je peux vous assurer qu'en termes de confiance de marque, quand il s'agit de bébés, une marque comme Blédina, elle est au top du top parce que derrière, il y a des procédés, il y a une rigueur, il y a une attention sur le bébé, et tu connais bien, tu connais bien la marque. Et la réglementation sur l'alimentation infantile est telle que l'ensemble de la production est vraiment d'une qualité remarquable. Et il n'y a pas de marque plus affective que ce que vous mettez dans la bouche de votre bébé. Et ça, vous n'avez jamais vu Blédina faire tout ce genre de discours. C'est un discours de marque qui date de plusieurs décennies. Donc, pour moi, il faut vraiment qu'on construise la confiance avec ces discours de preuve, avec ces contrôles, mais surtout par la force des marques. Regardez, Nestlé, il a fait une campagne de pub il y a à peu près 2 semaines, il a pris tous les spots de TF1 et Nestlé invite les consommateurs à venir dans ses usines et à fabriquer le Nescafé, le Naturness, la mousseline et je crois qu'ils l'ont fait aussi sur Vittel. Et donc ils vont tellement loin dans le discours d'ouverture vers le consommateur qu'ils disent si tu as des doutes, viens chez moi, tu vas voir comment je fabrique tes produits. Et ça c'est un discours d'ouverture et de sincérité en disant je n'ai pas peur de t'ouvrir mes usines. Derrière l'usine, il y a énormément de fantasmes. Et donc Nestlé, c'est quand même tout nouveau. Hein. Ils viennent de le faire il y a 3 semaines. Béatrice, décidément. On va passer la nuit. Je suis désolée. Nestlé a fait ça parce que récemment, il y a la télé qui a voulu rentrer chez Erta et la directrice communication de Nestlé a dit ah non, c'est trop moche à voir, on ne rentre pas dans les usines. Ouais. Du coup, elle n'est plus chez Nestlé. Du coup, elle n'est plus chez Nestlé, oui. Ah oui. Elle a été remerciée. Elle a été remplacée par une campagne télé indiquant venez donc chez nous. Ouais. Ah oui, vous disiez que c'était en réaction sans doute à cet épisode. Pour l'histoire, moi je ne parle pas sur des choses que je ne connais pas, mais c'était une journaliste, Élise Lucet, qui vient quand même avec une certaine volonté d'aller chercher des choses à charge, et voilà. Et la personne a mal répondu, pas préparée, voilà. Ouais. Quand il s'agit de choses aussi importantes que ça, là aussi, enfin, le niveau de discours et les mots ont un poids incroyable, relayés par potentiellement la télé, les réseaux, voilà, donc ça a été fulgurant et je pense que la réponse qui a été apportée par Nestlé fait partie d'une volonté de prise de parole pour contrer ça. Oui, stratégie de communication. Là, je n'ai pas parlé de Nestlé. Y a-t-il une autre question ou d'autres questions? Non? Alors, moi, il y avait juste une petite question que je voulais vous poser. Alors, ça sera la dernière, a priori. La traçabilité, tout ce dont on a parlé, on voit que les exigences sont de plus en plus nombreuses. C'est un coût, tout ça. Le coût de la traçabilité, il enfle, il explose ou il augmente régulièrement voilà. Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Peut-être Bruno ou Vincent. Alors, Cédric, alors. Je vais me lancer, se lance, merci. Mais on le prend toujours sur le côté coût, ça c'est très français. Je suis désolé. Hein. Moi j'ai envie de dire, mais pour quelle valeur? Évidemment, ça coûte de l'argent. Structurer son information produit, ça coûte de l'argent. Mais c'est un tel progrès dans justement l'amélioration continue de l'entreprise, ça crée tellement de valeur, ça vous apprend sur votre façon de produire, les dimensions vertueuses sont absolument colossales. Donc oui, ça coûte de l'argent de prendre une solution vive, de prendre des sociétés d'audit et autres. Mais derrière, ça vous donne aussi un avantage compétitif que vous devez pouvoir revendre et prendre des positions sur des marchés. Donc la traçabilité est un moyen très puissant au service d'une finalité de création de valeur sur sa marque, de création de valeur sur ses produits, de prise de part de marché et de business. Donc c'est un investissement. Comme la qualité dans les produits, c'est un investissement. Plus qu'un coût. D'accord, ok, oui. Alors, je vais juste vous donner un dernier exemple. J'ai un de mes clients qui m'a dit récemment, on l'a équipé avec une solution de traçabilité en magasin pour tout ce qui est étiquetage sur les dates secondaires. Il m'a dit, grâce à cette solution de traçabilité de mes produits, rien que ce que j'ai économisé en casse me fait payer la solution sur 10 ans. D'accord. Donc c'est le sujet. Absolument. Simplement en suivant les fromages à la découpe qu'on va mettre et qu'on va pouvoir retirer avec une alerte ou faire une offre promotionnelle dessus 1 ou 2 jours avant la fin de la date. C'est tout. Ok. C'est une bonne argument. Est-ce que je peux juste finir par une anecdote drôle? La Banque de France utilise les standards GS1 pour codifier les sacs d'argent et les palettes. La personne responsable d'un entrepôt est venue nous voir un jour et nous a dit « Merci,
grâce à la bonne codification, j'ai réussi à remettre la main sur une palette. On ne savait pas où elle était dans l'entrepôt. Et une palette de billets, c'est 20 millions d'euros. Voilà. Donc, quel est le coût du système par rapport aux bénéfices? Voilà. Il a retrouvé une palette et il nous a dit merci, merci. J'ai réussi à remettre la main sur cette palette-là et c'est 20 millions. Voilà. C'est juste un exemple extrême, mais ça montre que la bonne dose de traçabilité, le bon système permet de bien suivre les choses. Donc, fromage en magasin ou palette de billets, effectivement, on peut récupérer pas mal de... Oui, Bruno. Alors, le mot de la fin. Non, et simplement aussi sur les bénéfices de la traçabilité, on le voit aussi lors des rappels. C'est-à-dire qu'un rappel, aujourd'hui, les crises alimentaires, en fait, il faut s'y préparer. On ne peut pas les éviter parce qu'effectivement, c'est du fait de la complexité de la chaîne alimentaire, des différents acteurs, lorsqu'on exporte dans différents pays, effectivement, il faut se préparer à ce genre de crise. Lorsqu'on a une bonne traçabilité en place, c'est ça qui va permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapides et qui va permettre effectivement d'identifier quels sont les lots incriminés et de pouvoir très vite répondre aux différentes questions et prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est aussi incalculable en termes d'économie. Oui. Alors, oui, ça permet de circonscrire effectivement dans le cas d'un rappel, vraiment aux justes quantités. Et pour finir, le coût de la traçabilité, je pense qu'il est difficilement identifiable parce qu'en fait, c'est tellement global et transversal dans une entreprise et dans la chaîne de valeur que identifier précisément ce que ça... C'est 20. Voilà. Donc, Bon. Super, je n'ai rien entendu. Bon, ça marche. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Voilà, et puis merci à vous. Et je vous souhaite une bonne fin de salon et à demain peut-être.